Est-ce qu'on est bien éclairé? Qu'en dites-vous? Que dites-vous? Là, j'ai le droit de regarder le chat. Comment ça? J'ai le droit de regarder le chat. Bah non, parce que c'est quand même vachement bien de pouvoir réagir quand il se passe quelque chose, même s'il y a un petit peu de latence potentiellement. Hop, je l'affiche, cette fois-ci. Hop, modifié en aucun chat. Pourquoi aucun chat? Moi aussi, je veux du chat. Je l'ai. Il est là. Allez, donc, on rappelle très rapidement le concept. Tu as une petite boîte en face de toi que tu as gentiment garnie avec des objets. 5 objets pour être précis, 5 objets qu'on t'a demandé de ramener pour te définir, pour qu'on en sache un petit peu plus sur toi. C'est parti, j'ai envie de tout savoir. Ok, et ben on va faire ça de façon chronologique. Ok. On va commencer par un truc qui est en dessous. Il faut savoir donc que c'est un c'est un tapis. Voilà, c'est un... Oh là, ah oui, je suis en différé sur le chat. Oui, alors, vaut mieux que tu regardes là-bas, en fait. Hein. D'accord. C'est un petit playmat, voilà, que j'avais gagné, donc Yu-Gi-Oh! Puisque au tout début de ma vie, quand j'ai commencé à jouer à des jeux... Je te l'emprunte, tout simplement comme ça. Hop. On a commencé avec un pote à jouer à du... Et puis je le mets là. Sur du Yu-Gi-Oh! On était plutôt bon à l'époque, on avançait, on était compétitif, hein, on jouait beaucoup. À l'époque, j'étais pas encore sur Limoges, j'étais au Havre, et on est allé beaucoup dans une petite boutique qui a disparu maintenant, qui s'appelait le Bazar du Bizarre. C'était une chaîne, hein, gros souvenir, qui a plu beaucoup. Et ça, c'est donc du coup le premier playmat en 2010 que j'ai gagné à un tournoi officiel. Okay. Et voilà, c'était à l'époque où Yu-Gi-Oh! C'était pas encore n'importe quoi, parce que maintenant, je suis désolé, mais quand t'es obligé de faire des abréviations de mots parce que le texte ne rentre plus sur la carte, il faut se poser des questions. D'accord, c'est qu'ils sont partis un petit peu trop loin. Alors, je suis ultra vierge sur ce genre de truc, et de toute façon, en TCG en règle générale. Donc, Yu-Gi-Oh! J'ai vu des choses à droite, un petit peu à gauche. Ça fonctionne comme du Magic, ça fonctionne comme du Pokémon, ça fonctionne comment? Non, en fait, le principe, c'est que tous les TCG fonctionnent d'une façon différente, et je pense que justement, ils essayent de se démarquer un peu les uns des autres pour éviter de faire redite et du coup de paraître comme une pâle copie de l'autre. Chacun sa méca. Celui-là, il est plus... il fait des trucs débiles. Enfin, si on parle de Yu-Gi-Oh! Maintenant, maintenant, c'est tour 1, j'ai gagné. Ok. Voilà, c'est vraiment tour 1, j'ai ma main, je joue, et ça va être du j'ai gagné tour 1 ou pas. Alors pourquoi? Parce que c'est déséquilibré, c'est mal foutu. Que maintenant tout fonctionne avec des effets qui se passent dans la main, avec des synchronisations. Enfin, en gros, on va activer des effets qui vont nous faire jouer des monstres, qui vont nous activer des effets qui vont activer des monstres, etc., etc. Et en fait, ça va boubouiter pendant peut-être 5-10 minutes. Donc le premier joueur va jouer pendant 5-10 minutes pendant que l'autre il va le regarder. Et c'est un peu, pour parler jeux vidéo, c'est un peu comme les anciens Tekken ou Street Fighter où c'était bon bah là il est en train de me taper, je fous rien. Et puis c'est bon, c'est à moi de taper. Je touche pas le sol. Yu-Gi-Oh! Est devenu un peu ça. À l'époque, c'était beaucoup plus lent. C'était les parties duraient peut-être 30 minutes, mais il y avait plusieurs tours quand même de jeu où l'adversaire jouait, nous on jouait, et je suis un peu nostalgique de cette époque-là. D'accord. Ça se fait encore? Est-ce qu'il y a encore des compétitions officielles avec les règles de l'époque et les cartes? Est-ce qu'elles ont été rééditées? Alors, est-ce que... Ouais, ça se fait encore. Ça s'appelle le format Edison. Et donc du coup, c'est un format qui reprend justement jusqu'à cette époque avant que ça déraille. D'accord. Ok, donc grosso modo. Donc ils sont quand même conscients qu'il y a eu. Oui, il y a eu. De toute façon, ça se voit clairement. Il y a eu un avant. Il y a eu un avant. Il y a eu un après. Moi, j'ai arrêté Yu-Gi-Oh! À ce moment-là, et quand j'ai voulu reprendre, parce que du coup, le pote avec qui je jouais beaucoup, bah, on s'est un peu perdu de vue. D'accord. Et quand on s'est revu, il m'a fait ce serait bien qu'on fasse une partie de Yu-Gi-Oh! J'ai rien compris. Et j'étais plutôt bon à l'époque, mais là j'étais là d'accord. Et au début tu t'es dit bon, ça fait peut-être longtemps que j'y ai pas joué, j'ai oublié un petit peu les règles, ou alors c'est que ça a totalement changé. Ça s'est rapproché un peu trop de Magic justement, où Magic a ce côté interaction qui met du temps à se mettre en place, mais qu'une fois qu'il y a une mécanique qui est mise en place, ça peut tourner pendant un petit moment. Sauf que là, Yu-Gi-Oh! A fait un truc plus débile parce que lui, en tour 1, ça boubouite, ça fait des trucs.
Et voilà. Et le but, c'était de rendre la chose plus grand public ou justement de se dire que, bah voilà, on va se rapprocher de Magic, alors d'une manière ou d'une autre, je ne saurais te dire, parce que sur l'aspect technique, sur l'aspect synergie, sur l'aspect... C'est surtout sur l'aspect synergie, même si, encore une fois, Magic est encore, je suis désolé de le dire, mais un tout petit peu plus lent que Yu-Gi-Oh maintenant, alors qu'à l'époque, c'était l'inverse. Ok. Et il y a toujours des decks Magic qui tournent très vite, mais Yu-Gi-Oh, c'est débile à quel point c'est vraiment le tour 1 qui va décider de si j'ai gagné ou pas. D'accord. On en est aux 5 cartes de départ qui décident si j'ai gagné la game. Ouais, parce que donc ton deck, pareil, comme Magic, c'est quelque chose que tu construis sur combien de cartes? Alors Yu-Gi-Oh, c'est 40. Donc sur 40 et Magic, t'es sûr? 60. Ah Alors oui. pour du standard, parce que Magic, il y a tellement de formats, il y a du 60 cartes, il y a du 100 cartes. Si on parle de draft, il y a du 40 cartes aussi. Enfin, Ouais. voilà, il y a plein de formats différents. Mais Yu-Gi-Oh, c'est sur 40 cartes et en général, bah voilà, 40 cartes, on en pioche 5 dès le début. Ça fait quand même un bon ratio. Statistiquement, c'est vrai que ça va tout de suite plus vite pour aller vers les bonnes cartes. Surtout que, alors en général, on peut avoir jusqu'à 3 exemplaires de la carte. Plus Ok. elle est forte, plus elle est limitée. Donc on peut avoir qu'un seul exemplaire, voire 2. Mais ça reste ultra violent. D'accord. Donc, tu joues encore un petit peu à Yu-Gi-Oh par nostalgie? J'y joue un petit peu, je me suis acheté, ils ont fait des trucs pour taper dans la nostalgie, des vieux decks justement qui fonctionnent encore avec les vieilles règles, et du coup je joue encore un petit peu à ce mode-là, mais c'est très rare. C'est D'accord. très rare maintenant. Et t'as gardé tes cartes d'origine? Ouais. Ouais, oula, ouais, Ouais, les je yeux. les ai encore toutes. Genre, grosse fierté, parce Et que. autant bien te dire qu'il y a pas évidemment, longtemps, bah justement, Yu-Gi-Oh! Edfiz, PLS nous dit. Edfiz qui est là, donc Idéfix, Wow. il avait proposé de faire des parties en Edison, et là, j'étais en panique parce que je voulais ressortir mes decks et là je ne retrouve plus mes cartes. Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'en ai fait? Et D'accord. elles étaient en Normandie, au Havre, bien au chaud, chez mes parents. Donc t'as tout Donc j'ai tout repris, j'ai tout récupéré. Maintenant elles sont donc chaudes chez moi. maintenant, c'est slivé ou dans un classeur, tu... Ouais, dans un classeur, les cartes les plus rares, évidemment double sleeve, voilà. Mais oui, il y a des cartes maintenant qui valent un petit peu, mais bon, c'est des cartes maintenant qui sont un peu obsolètes et qui fonctionnent que dans le format Edison, puisque bah forcément maintenant, avant il y avait 3 lignes d'effet, maintenant c'est toute la carte qui est remplie. Bientôt, je suis sûr, ils vont rajouter des QR codes, tu sais, à scanner pour avoir tout l'effet de la carte sur ton portable. Mais en balayer. soi, c'est pas déconnant, justement, de profiter de la technologie. Moi, je me rappelle de ce truc, alors, c'est pas eux qui avaient, je sais pas si c'est eux, pardon, qui avaient inauguré ça. Est-ce que tu te rappelles d'un truc qui s'appelait Eye of Judgment? C'était un jeu sur PlayStation 3. Ouais. Les cartes étaient faites par Wizard. D'accord. Et c'était donc une caméra en plongée. C'était de la réalité augmentée. Ah oui, et puis Où t'avais... tu posais ta carte et à l'écran, sur la télé, tu voyais ton monstre qui apparaissait. C'était un petit peu comme le Pokémon Stadium quand tu foutais tes Pokémon et que tu les voyais modélisés en 3D pour la première fois. Et là-dessus, c'est vrai que l'apport de la technologie, je trouve ça super intéressant. Bon, bien évidemment, ça fait fouillou et puis retrouver des cartes aujourd'hui, ça doit coûter un gentil petit bras. Mais c'est original d'avoir fait ce genre de truc. Donc ouais, le fait d'avoir un côté un petit peu numérique, un petit peu augmenté par la technologie, c'est pas déconnant. Ouais. On passe au deuxième pour voir ce que tu nous ramènes. Alors, le deuxième, S'il te on va plaît. passer sur, pas la boîte originale parce qu'elle était un peu trop grosse, mais donc du coup, on va passer sur Dominion. Donc Dominion, qui est un jeu de société, donc là, c'est l'extension Guild. Donc tiens, si tu veux voir un petit peu plus. Hop, je prends et je montre. Et donc du coup, Dominion, ça a été mon tout premier jeu de société. Parce que donc du coup, autant vous dire que là, on va faire dans la chronologie. Donc on est toujours en 2012, je crois, à l'époque. On est sur Yu-Gi-Oh avec mon pote et un jour, un des membres nous dit « Eh, ça vous dit de tester un jeu de société, c'est du deck building, donc de la construction de deck. » Et donc du coup, on dit « Ouais, complètement. » Et il nous présente Dominion. Et à partir de ce moment-là, c'était fini. Avec mon pote, c'est simple, du collège jusqu'au lycée, toutes les vacances, on s'appelait. On se demandait est-ce qu'on est dispo, les 3 quarts du temps c'était oui. Et on allait chez l'un chez l'autre, on faisait 2-3 games de Dominion, et ensuite on enchaînait avec du Gears of War ou du Resident Evil 5 en mode mercenaire. Mais dans le sens où vous étiez tellement vénère que il fallait lâcher les nerfs. On savait que ça commençait avec 3-4 parties de Dominion. Gears ou Resident, c'est pas des jeux ultra subtils. Non, à l'époque on n'était pas subtil. Voilà. Bah, je le suis toujours pas d'ailleurs, mais... Parce que, alors, c'est quoi vite fait le contexte du jeu? Alors le contexte du jeu il est simple, c'est que vous allez avoir 10 piles de cartes au milieu de la table,
Et donc du coup, ces cartes-là, vous allez pouvoir les acheter pour les mettre dans votre deck, et quand vous les piochez, du coup, vous allez pouvoir résoudre leur effet. Sauf que le problème, c'est que dans ces piles de cartes, elles sont en nombre limité. Et le but, c'est d'acheter aussi des points de victoire avec. Sauf que quand on achète des points de victoire, c'est des cartes qu'on met dans notre deck, mais c'est des cartes un peu mortes, qui servent à rien. Donc ça va nous combler le deck avec des cartes qui sont pas folles. T'as une main limitée? Voilà. Ouais. Oui, t'as une main limitée en plus. Et donc du coup, le but, ça va être de partir justement dans un combo, un peu comme on parlait tout à l'heure avec Yu-Gi-Oh! Mais donc du coup, de choisir la meilleure stratégie avec les cartes qu'on a au milieu de la table, mais surtout avec l'adversaire qui, lui, va avoir sa stratégie en tête et potentiellement nous voler les cartes qu'on veut. Donc c'est très sympa. De toute façon, compétitif, stratégique, où toi, tu te montes ta stratégie sans trop savoir ce qui se passe en face et comment chacun joue aussi. Ça. Parce que j'imagine qu'il n'y a pas qu'une manière de jouer. Non. Voilà. Et puis donc là, c'est une extension parmi tant d'autres. Oui. Il y a... je crois qu'il y a 8 ou 9 boîtes maintenant. Une grosse boîte. Donc à chaque fois qu'il y a des boîtes, il y a des cartes. Et quand il y a des cartes, bah ça améliore, enfin, ça change un petit peu ce qui se passe au milieu de la table, puisqu'on n'a pas toujours les mêmes 10 cartes au milieu. Donc du coup, ça change la stratégie aussi. Alors ça, c'est un truc moi qui m'a toujours fasciné sur des jeux aussi complexes que ça. Pour tout dire, je joue de temps en temps à Terraforming Mars avec des amis. Et c'est comment on arrive déjà à pondre un truc de base, tout seul, tu prends la première boîte, qui est aussi complexe, mais qui a des mécaniques de jeu qui ont l'air à peu près fonctionnelles. Et tu te dis que dès que tu rajoutes un petit truc, ça fait dériver ça risque de faire dériver l'équilibre du jeu. Et pourtant, ils te pondent une trentaine de cartes, ils te posent ça, des nouvelles corpos et ainsi de suite qui vont avoir des incidences là-dessus. Et ça fonctionne. Alors ça fonctionne, et il y a des extensions qui sont ratées sur Terraforming Mars. Je dis pas que tout est toujours réussi. Mais oui, c'est ça qui est bon, c'est qu'en fait on va explorer des nouveautés, on va aller chercher aussi des anciennes mécaniques en les améliorant parce qu'on les trouvait pas assez fortes, ou alors il y avait des mécaniques qui étaient un peu trop dominantes. Ouais. Donc du coup on va essayer voilà. Donc il y a tout un exercice de rééquilibrage aussi. Mais le truc c'est que c'est des jeux qui ont un certain nombre de cartes qui sont tous uniques en plus. Enfin, toutes les cartes sont uniques. Ouais. Donc en fait, la moindre carte peut changer toute la partie et même toute l'ambiance de la partie. Ouais. C'est parce que autant on parle de jeux vidéo, ce genre de choses, surtout maintenant aujourd'hui avec connexion internet, on se rend compte qu'il y a un déséquilibre. D'ailleurs, pas si tard qu'il y a pas longtemps. Ça c'est précis comme données. On a Silksong qui a été considéré comme un petit peu trop difficile, surtout sur le premier demi-boss, et puis bam, hop, on se rend compte qu'il y a un problème. On fait un petit patch et c'est parti. Ouais. Bon, bah là, tu vas à un magasin, tu vas t'acheter ton jeu, il a intérêt d'être fonctionnel tout de suite. Ouais, parce que là, il n'y a pas de patch. Quoique, je dis ça, mais il y a des jeux qui font des patchs. C'est-à-dire que dans le domaine du jeu de société, on a ce qu'on appelle des erratums. Oui. Alors après, faut le savoir qu'elle existe. Il faut aller la chercher, mais donc du coup, parfois il y a des errata ou des erratums qui nous permettent ensuite de corriger un petit peu le jeu sur certaines cartes qui sont soit un petit peu fortes ou autres. Par exemple, moi j'ai un jeu de société à la maison. Si on vit une aventure, c'est Sleeping Gods que ça s'appelle, et il y a une carte qui dit rejoins un tour. Sauf que rejoins un tour, c'est fort, rejoins un tour, et il n'y a pas de limite. Et on se dit, mais du coup, je finis jamais la partie, donc je peux tout explorer. C'est la fameuse carte. Et donc, du coup, là, on se dit, il y a peut-être un problème. On va chercher, du coup, les ratas et on voit, ah oui, d'accord, ok, c'est rejouer un tour, pas deux. Ce fameux errata, c'est juste une ligne qui est dans les règles officielles qui sont posées sur le site, où il y a quand même certaines cartes que tu peux demander à l'éditeur et que l'éditeur te les renvoie pour... Ça dépend de l'éditeur. L'éditeur, si c'est un gros éditeur qui va faire pas mal de jeux, en général, il va sortir un correctif dans une boîte, dans une extension suivante ou autre. Sinon, il a tendance à mettre juste un truc en ligne en mode, vous embêtez pas, l'effet de la carte c'est ça, et puis basta. Il renvoie pas. Ouais, enfin bon, faut aller se renseigner, faut aller chercher. Exactement. Ok, on est sur des jeux de cartes et des jeux de cartes. Que c'est quoi le troisième? Alors le troisième, je sais plus en quel ordre je voulais le faire, mais je crois qu'on va aller, on va aller là-dessus. On va aller sur l'objet qui rentre pas dans la boîte. Alors je vais me lever pendant 2 secondes. Exactement. Excusez-moi. Je sais pas si tu seras dans le cadre jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Hop là. On va te faire un petit peu de place. Et un petit peu de montage. On a dit non pour les pagnes. Non, mais c'est pas un pagne. C'est pas forcément. C'est pas un pagne. Hop là. Oh la vache. Alors, hop. Donc demain, t'es en campagne, t'es parti. Exactement. Puis, je sais pas si ça se voit bien. C'est une très bonne question, ça se voit plutôt pas mal. Alors celui-ci va être plus compliqué à mettre sur la table. Ouais, on va pas le mettre sur la table, mais voilà, donc c'est une bannière. Donc hop, on va juste prendre le côté
Drapeau à la limite. Je suis désolé, faut que je le fasse, hein, c'est pas la bannière de Bigorre. Hop là. Et donc du coup, ça c'est un cadeau pour mes 30 ans. Parce qu'on me donnait pas mon âge, mais quand même, hein, 30 ans, c'était pas, il y a pas si longtemps que ça. C'était il y a moins d'eau. Et donc du coup, pour continuer la chronologie, donc un jour je quitte Le Havre pour le travail. Et puis j'avais déjà quitté Le Havre pour le travail, c'était pour Paris, et j'étais tout seul, je faisais métro, boulot, dodo, et du coup ça a tenu 9 mois quand même. Mais bon, 9 mois sans avoir d'autres contacts humains, c'était un peu compliqué. Et un jour, on me demande de venir à Limoges, donc je viens pour le boulot à Limoges, et donc du coup, je vais le poser maintenant qu'on a tous admiré, hein. Hop là, voilà. Ouais, il va trouver un petit bout de place ici. Oh mince. Et donc du coup, j'arrive à Limoges. Comment ? Hop là, comme ça. Ah. En l'autre sens peut-être. Ah, petit point technique. Ok. Ah d'accord, autant pour moi. Et donc du coup, donc j'arrive à Limoges et je découvre une association de jeux de société sur Limoges, étant fan de jeux de société, qui s'appelle la Citadelle du Jeu. Et cette association, je lui ai resté un bout de temps parce que au final, j'aurais fait une année en tant que membre. Après, j'ai fait une année en tant que membre du CA. Ok, et ça va vite. j'ai fait après 6 ans de présidence, quelque chose comme ça. Donc ouais, 6-7 ans. tu étais bien. Oui, ouais, j'étais bien. Ouais, tu étais bien. Tu t'es senti à la maison, t'as retrouvé, donc C'est ça. j'imagine aussi, des gens avec qui tu te, Ah oui, qui bah, te de toute correspondaient. façon, alors pourquoi cette bannière elle est si importante à mes yeux, c'est parce que bah j'ai passé mes 30 ans avec ma famille de substitution, hein, si je Ouais. devrais dire, parce que bah moi à Limoges j'avais personne et la Citadelle ça m'a permis de rencontrer énormément de gens, de rencontrer des gens qui sont à Concé qui sont géniaux. Et puis voilà quoi, moi ça m'avait beaucoup ému à l'époque quand j'avais reçu ça, c'était un chouette cadeau. S'ils et, sont là et qu'ils nous regardent, tu peux leur dire. ah bah oui, ils sont là. Faut Ils sont carrément là pas quand hésiter. même, hein. Mais bon, je ne vais pas name drop. Mais voilà. En tout cas, ça a été un très bel anniversaire et voilà, c'est la Citadelle, c'est quelque chose. Je m'en suis occupé pendant 6 ans et ça restera toujours un petit peu dans mon cœur quoi Alors, qu'il arrive. on a une intervention sur le chat. On a Kabinga qui a des souvenirs que la citadelle du jeu, intervenait au resto universitaire de la Borie. Oula, alors c'était à l'époque, il y a très longtemps. C'était bien avant mon époque. À l'époque, oui, en effet, il y avait un salon du jeu qui se faisait au restaurant universitaire de la Borie. Je l'ai jamais connu. Je crois que je suis arrivé juste après qu'ils avaient plus trop le droit. Parce qu'à l'époque, il y avait un resto universitaire du Crous de Limoges, pas celui-là, mais qui s'était effondré. Et du coup, il s'était dit, on va interdire les animations quand même dans les restaurants universitaires, genre de tout le Crous. Du coup, ils ont renforcé un petit peu et après, bah, ils ont arrêté tout simplement. Mais on a repris les salons. Mais maintenant ça se fait au calme. Donc le comme à la maison, qui est aussi à la Borie. À la Borie. Mais voilà, c'était vraiment très cool. Fac des sciences, Kabinga qui se rappelle sa douce jeunesse en 2012 quand elle était à la fac. Très rapidement, avant de passer à l'objet suivant, ça fait combien de temps que t'es sur Limoges ? Ça va faire sauf si t'as la mémoire des chiffres. Faire... Ah non, j'ai aucune mémoire des chiffres, mais ça doit faire plus de 10 ans maintenant. D'accord. Donc vraiment, tu t'es impliqué là-dessus et c'est ça qui est génial, c'est que ça va aller dans la continuité de tout ce qu'on a à faire. Nous avons une intervention j'ai une toute petite dans le question. public. Oui, bonjour. Oui, Vous c'est êtes bon, on m'entend. Oui, bonjour. Vous pouvez donner votre nom, s'il vous plaît, non, qu'on sache. Je suis Jérémy et je voulais savoir, je sais pas si tu l'as dit parce que je t'ai pas bien concentré, je suis un public de merde. La bannière, elle représente, c'est un cadeau et tout ça, mais elle représente quelque chose en particulier. C'est le blason, en fait, c'est l'insigne de la Citadelle du jeu. C'est l'insigne de la Citadelle du jeu. D'accord, je savais pas. Tu l'as dit? Tu l'avais dit? Non, je l'ai pas dit. D'accord. Mais Non, je me demandais si elle représentait, du coup, non, mais c'est vrai que la Citadelle du jeu. Pour moi, c'est intuitif. Donc, non, mais c'est vrai que c'est pas une info que j'ai Je me suis donnée. dit peut-être qu'il y avait un truc chez toi, en particulier, dans un des jeux que t'avais fait, où il y avait potentiellement eu ce genre de bannière qu'ils auraient été créés pour toi, mais non, d'accord, c'est celle de la Citadelle du jeu. c'est ça. En tout cas, ça a de la gueule. Merci Timmy pour ton intervention. Voilà. Ouais, c'est génial. T'es mieux avec tes parents? Ouais, bah, il y a un petit peu de ça. Et donc, on est à deux doigts à ce que je fasse du Bob Lennon et que je t'appelle Billy. Fais gaffe, hein. Donc Kabinga toujours qui parlait quand même de GN, de savoir si c'était une bannière de GN, mais tu l'as expliqué un petit peu plus tard. Non, malheureusement, c'est pas une bannière de GN et elle est chez moi maintenant. Elle prend pas la poussière, mais elle prend le soleil. Et c'est quelque chose, je pense, que je garderai le plus précieusement
C'est un des objets très précieux que j'ai chez moi C'est et très qui a une original. belle valeur Oui, sentimentale. parce que c'est ça, c'est que c'est sentimental aussi. Derrière, il y a du sens. Et la personne qui l'a faite, elle a fait plein de choses et c'est maintenant la graphiste. Donc qui- dont tu voilà. parlais en off tout à l'heure, bien évidemment des choses. Si je dois pas name drop, mais c'est Lumpy du coup sur WoW, donc je peux pas. Ok, bah merci à elle pour ça et puis Voilà. que tu t'aies pu nous ramener cet objet. On va passer au 4e tranquillouse Ouais. et puis après on va savoir pourquoi on parle de tout ça. On va parler d'une BD maintenant, la BD Mage. Je sais pas si vous connaissez. C'est une BD. Alors tiens, je te laisse voir un petit peu. C'est une BD qui vient d'un univers qui s'appelle les Terres d'Aran. Et c'est une BD que j'ai découvert un jour comme ça, en vacances à l'île de Ré. Où je me faisais chier. Disons les choses. Et puis il y avait un Leclerc, comment ça s'appelle, les Leclerc Culture, voilà, les ouais, espaces parce que culturels. puis j'y vais et puis je regarde un petit peu ce que ça pouvait donner. Je tombe sur ça que j'avais déjà vu mais je m'étais jamais intéressé. Et quand j'ai vu les dessins, la finesse du dessin, la beauté des plans, voilà, c'était juste magnifique. Rien que la première page, quand on l'ouvre, on a un plan sur une colline avec de l'herbe, c'est juste magnifique. Et donc j'ai commencé à acheter les BD et un jour, ça a rattrapé une autre passion que j'ai qui vient avec le 5e objet, qui est pas qu'un seul objet, mais Transition. je viendrai après. Mais ça m'a rattrapé puisqu'il y a un jeu de rôle Terre d'Aran qui existe. Et c'est grâce à ça maintenant que je fais des campagnes de jeux de rôle sur Terre d'Aran. Et malheureusement, mes joueurs me supportent maintenant depuis 3 ans. On est à la 3e année de campagne. Sur une campagne ? Sur la même campagne. C'est toujours la même campagne. Et c'est une campagne avec 10 joueurs. La vache. 2 équipes de 5. Tout en IRL ou Enfin, tout en... Tout en IRL. D'accord. T'es joueur ou t'es MJ dessus? Je suis MJ du coup. dessus. Pardon, avec 10 joueurs. Ah, non, mais c'est intéressant parce que justement, ça doit être le jeu de rôle à 10, en fait, on a du mal à se le mettre en tête, mais en Ouais. fait, le but, c'est que ils vivent la même histoire. Il y a 2 groupes de 5 qui vivent la même histoire, mais qui ont du coup des ressentis différents vis-à-vis de ce qui se passe autour d'eux. Et ensuite, quand ils se réunissent, moi, ça me challenge énormément sur qu'est-ce que je leur fais jouer. Ah bah oui, non mais Parce que déjà qu'un combat à 5 dans D&D ou dans tout le système de jeu de JDR, c'est pas la joie. Ouais. Mais à 10, je peux te dire que t'as le temps d'aller en ville, de te prendre une bière, de te prendre une deuxième bière, de revenir que c'est toujours pas ton tour. Donc tu fais jouer quand même un bout de campagne sur les 2 groupes individuellement. Ouais. Donc 5 et 5, où là c'est quand même gérable. Ouais. Mais il arrive que tu crossover, quoi. Vraiment, C'est ça. ils se retrouvent. Ouais. Donc, alors, comment ça se passe au niveau de la chronologie? Comment tu arrives à faire en sorte qu'ils soient à peu près au même point quand ils se retrouvent, ou de s'assurer qu'il y ait eu les mêmes, ou presque, les mêmes événements dans le lore, dans l'univers qui les entoure, Tout de simplement. l'influence que chaque groupe peut avoir eu sur... c'est juste le bordel. Alors, il y a un peu de ça, parce qu'il y a des groupes plus chaotiques que d'autres. Mais en attendant, ce qui se passe, c'est que c'est surtout que chacun, en fait, explore une facette du scénario. Et donc, du coup, chaque action d'un groupe a une conséquence sur l'autre. Ils le savent pas forcément, mais D'accord. il y a pas mal de choses. Donc ça, tu l'intègres. Ouais, je l'intègre en direct. Ok. Et on est à raison de 2 sessions par groupe par mois à l'heure actuelle, donc ça fait 4 sessions par Et mois. t'arrives à avoir cette régularité qui fait que justement, il y en ait pas un qui prenne trop d'avance et... Ça arrive, mais je le rattrape facilement. D'accord. C'est-à-dire que je fais un peu moins jouer l'autre groupe, un peu plus l'autre. Enfin voilà, Ok, j'essaye t'essaies de quand même de dynamiser. compenser. Et après du coup, le plus intéressant c'est les parties à 10 parce que j'essaye de faire des choses un peu voilà. Il y a eu une fois où c'était un combat il y avait une partie du groupe qui avait un combat et l'autre partie qui avait une énigme à résoudre. Le combat était un peu déséquilibré donc il se faisait un peu poutrer la gueule et donc le but c'était de résoudre la moitié de l'énigme pour switcher l'équipe. D'accord. Ouais. Il y a eu une autre fois aussi, ils étaient dans une salle où ils tapaient des gros punching balls et il y avait des mobs qui popaient au fur et à mesure et les punching balls donnaient des jetons à l'autre équipe. Et c'était un jeu de ressources, en fait, de l'autre côté. Ok. Parce qu'ils avaient des jetons, ils pouvaient envoyer des potions de soin en les dépensant, ils pouvaient augmenter leur attaque, Ok. augmenter leur défense. Enfin, Voilà. c'est très jeu vidéo quelque part. Ouais, mais complètement. dans Et on la prend des gestion des mécaniques. ressources. Est-ce On que prend c'est des pas à mécaniques. l'inverse? Est-ce que c'est pas le jeu vidéo qui est très jeu de rôle? Maintenant, je pense qu'ils sont Ah, interconnectés. oui. Ils sont C'est ça. interconnectés, c'est-à-dire que de toute façon, alors Ça vient de là, d'une sans- façon, les voilà, mécaniques de sans- jeux vidéo sans viennent de là. exagérer, mais il n'y aurait pas eu de jeu vidéo sans jeu de rôle.
même si c'est pas tout à fait vrai et que je prends de gros raccourcis. Mais ensuite, c'est des mécaniques, des choses qui ont été proposées dans le jeu de rôle. Chacun s'en est nourri un petit peu, de voir comment ça pouvait fonctionner, et ainsi de suite. Alors je vois Kabinga qui dit que ce serait bien d'incorporer. Alors oui, en effet. Alors ça c'est autre chose parce que du coup j'ai créé aussi un JDR qui m'est propre avec mon propre système de combat où tous les combats se résolvent avec un jet de dés. Et le but après c'est de faire de la narration autour de ce jet de dés. C'est-à-dire que tu lances ton jet de dés, t'as pris 3 dégâts. T'es contre une meute de loups, bah du coup t'as pris 3 dégâts. Comment t'as pris tes 3 dégâts? Bah du coup, direct, c'est pas juste comme dans D&D, bah t'as pris des dégâts, le mec il t'a touché, tu te sens un peu couillon parce que bah ta défense elle est pas élevée. Non, tu peux le rendre un peu plus épique en disant bah j'ai protégé mon allié, alors qu'un loup lui fonçait dessus, j'ai bourré le loup avec mon bouclier, mais il y a un autre qui m'a chopé à la jambe. Et ça permet de rendre les choses un peu plus dynamiques, de faire des attaques en combo, etc. Donc c'est vraiment très cool. Puis sur l'imaginaire, moi c'est ça que j'aime bien, je fais très peu de jeux de rôle et je suis vraiment attiré là-dessus. C'est l'ambiance. Moi, je suis plus là-dessus. Je suis pas du tout bon dans les mécaniques. Je suis pas très bon dans les stats, dans ce genre de trucs. Mais de faire vivre une histoire dans laquelle t'es vraiment intégré dedans, où t'as l'impression d'y être, de se rendre compte que tes partenaires, les gens avec lesquels tu joues, effectivement, cette aventure, elle est commune. Mais vous êtes pareil, vous êtes dépendants les uns des autres. Il faut avancer ensemble. Et ça, c'est génial. Et c'est pas toujours évident. Et sans d'ailleurs que le storytelling prenne le pas sur l'expérience, parce que c'est génial, hein. Tu fous des descriptions dans tous les sens, t'as l'impression d'y être, par contre ça fait une demi-heure qu'on y est et on n'a toujours pas fait quoi que ce soit. Ouais, du Tolkien quoi. Ça c'est pareil. Vous pouvez balancer gratuitement sur le chat avec désolé, hashtag Tolkien est un gros naze. Je suis désolé, Tolkien, c'est 2 pages de description pour... Le début du Seigneur des Anneaux, effectivement, c'est compliqué, après ça se délite. Oui. Mais bon, on va pas se lancer là-dessus parce que ça risque de durer un petit peu longtemps. Roxy qui est même pas là pour prendre part au débat. Roxy qui est pas là. Roxy qui est pas là. Il est au courant qu'il y a... Ouais, il est au courant, mais ça c'est autre chose. C'est con parce que c'était l'occasion de le mettre en ligne. Il y avait pas Nirvana ce soir de toute façon. On aurait pu en trouver. Allez, allons-y pour le dernier objet. Cinquième et dernier objet. Alors c'est le dernier objet. C'est aussi quelque chose de très important pour moi. Donc c'est une boîte. Avec une belle rose. Alors, une boîte qui m'a été offerte par... alors, c'est pas une rose des vents, enfin, c'est une rose des vents, mais un peu modifiée. Malheureusement, le gravage n'est pas parfait. C'est une boîte qui m'a été offerte pour un anniversaire. Donc, c'est ma chère et tendre qui m'a offert ça. Et il faut savoir que tout ce qui est gravé dessus, c'est mes amis les plus proches qui l'ont façonné. C'est-à-dire que c'est une rose des vents, en effet, mais avec les différents JDR que je peux masteriser. Donc on retrouve les symboles d'Avatar, le dernier maître de l'air, une petite pieuvre pour Cthulhu. C'est tes alignements aussi. Oui, sûrement. Oui, c'est pour ça que Cthulhu est un peu plus vers le bas. Voilà. Et donc du coup, c'est une petite boîte de JDR. Donc alors, on va juste montrer vite fait. Et après, on va l'ouvrir. Très attention. Ouais. Parce que justement, l'ouvrage est super classe. Et d'ailleurs, je vois ton pseudo sur la exactement, tranche, le fameux nombril. Je te laisse. Et donc du coup, c'est une boîte, mais avec tout le confort qu'on peut attendre d'une boîte, donc avec, une petite tour de dés aimantée dedans. Et donc, appelez au numéro qui s'affiche en dessous. Exactement. On fait les téléachats, tout ça, voilà. Si vous en achetez 3, la 4e sera offerte. On va vu le prix, j'espère pas. Et donc, du coup, on va sortir le dernier petit objet qui est dedans. Vachement bien équipé. C'est mon personnage que je joue, parce que je suis MJ, mais je donc suis ça, en gros, aussi c'est ton kit de quand tu te déplaces. Tu pars en déplacement pour jouer à du jeu de rôle, tu pars avec ça, quoi. Et j'ai mon petit Yasmar Nodrog, qui est un alphelin cuisinier barde dans Donjons et Dragons. Et si vous avez capté, Yasmar Nodrog, à l'inverse, c'est Gordon Ramsay. Parce que comme quoi à l'envers, ça rend bien, hein. Yasmar Nodrog. Ça fonctionne super bien. Ça fonctionne super bien. Et le truc, c'est que moi, j'ai toujours voulu faire ça parce qu'il y a un truc qui est très marrant avec le barde, c'est que il a un sort mineur qu'il peut lancer automatiquement, enfin autant de fois qu'il veut, qui est moquerie cruelle. Et donc du coup, il balance une insulte. Et ça lui fait des dégâts. Et je vois tellement Gordon Ramsay en train de gueuler sur un mec. You need a sandwich! Et le mec, il se prend des dégâts mentaux, tu vois, il l'enfer en JDR. Voilà. Et donc, du coup, c'est de là qu'est née, cette chose, surtout avec le côté alphelin, la tête un petit peu disproportionnée vis-à-vis le corps. Ça fonctionne super bien. Mais oui. C'est génial, c'est parce que c'est vrai que c'est pas gagné, quoi. Tu peux prendre un nom comme ça, tu l'inverses, parce que c'est même pas un anagramme. Ah non, c'est vraiment littéralement, tu prends Gordon Ramsay à l'envers, c'est Yasmar Nodrog.
C'est magnifique. Hein. génial. C'est magnifique. Ça fonctionne super. Mais oui. Et donc du coup, bah voilà, si tu veux le voir un petit peu plus, parce que toi tu le vois pas, mais voilà. Ouais, mais c'est pas grave. Et Donc il est gaucher. Ouais, complètement. C'est le petit détail. Hop, je le montre très très rapidement. Je sais pas si on voit grand chose. Je vais le poser ici, comme ça, hop. Et donc du coup, Il voilà, le donc cache. ça c'est un des objets... Yasmar Nodrog. Voilà. Quand Ah même, oui, parce ça que- reste, hein. Ça fonctionne bien. Mais ouais. Hein. Puis c'est champin. Non mais continue de le dire parce que ça se En trouve le bouche. MJ il est en chat là, enfin il entend en tout cas, il regarde peut-être le live, il va peut-être me donner quelques points d'XP en plus. Ouais, parce que t'as réussi à le caser ou parce qu'il y a possibilité. Yasmar a un bel avenir, Yasmar Nodrog. un bistrot, hein. Non. Yasmar Nodrog. Ça fonctionne Mais bien. ouais, Yasmar de drogue. Alors, j'ai envie de te dire qu'on va fermer la parenthèse de la boîte. C'est marrant ça, tu fermes la parenthèse de la boîte. On ferme la boîte. On ferme la boîte.